Alors là, on est sur une série donc sur les apports fondamentaux des arts et de la culture. Et ici, c'est une école qui a la pointe sur les arts et les métiers d'art, à l'innovation et au progrès, un peu par rapport à une vision très tech de l'innovation qui est très insuffisante. Alors tout de suite, justement, je vous parle. La prochaine séance aura lieu le 25 février, donc dans un mois. Elle sera sur littérature et innovation, puisqu'on fera une série en abordant tous les grands domaines, tous les arts, si vous voulez. Donc, parcours innovant, le rôle fondamental joué par des grands écrivains, de Balzac, Kafka, Lewis Carroll, Orson Welles, Jules Verne, Nouvel, Alfred Gide, jusqu'à Michel Houellebecq, ça vous surprend peut-être, mais quand même, qu'ingénieur de formation, comme vous savez, c'est un ingénieur agro. Donc voilà, littérature et innovation le 25. Et après, on aura une autre séance sur le storytelling comme élément commun à tous les arts. Ok. Alors là, je vous ai fait remettre à tous une carte. On s'est dit, il y en a qui seront venus quand même, malgré le contexte, donc on leur a fait un cadeau de 2 milliards, puisque là, vous avez les 10 tableaux les plus chers qui ont été vendus ces dernières années, à plus de 100 millions chacun. Il y en a un qui a un demi-milliard, c'est le Léonard de Vinci. Ça peut vous poser la réflexion, disant, pourquoi ces choses-là valent une pareille fortune ? Et puis ceux qui s'interrogent en disant, oui, mais l'art, c'est en plus, c'est pas de la création de valeur, c'est une méga création de valeur, l'art, la forme. Et vous voyez, en plus, il y a 3 Picasso, il y a 2 Matisse, enfin, etc. Il y a 9 qui représentent des individus, il y a un seul paysage. Enfin, ça vous permettra de vous l'accrocher à votre bureau, puis vous dites, tiens, ça vaut 2 milliards, pourquoi ? Vous pourrez trouver tout un tas d'éléments. Beaucoup étant surpris de certains tableaux en disant mais c'est pas possible, ça valent 110 millions ou 150 millions. Et on va justement aborder cet aspect de l'art. Alors moi je vais faire une introduction sur 2 points, relation technologie-art et le fait que l'art influence plus la technologie que l'inverse. Je pars d'un premier point qui est la photographie. Donc l'invention de la photographie. Alors elle a eu un rôle fondamental. Si vous regardez l'histoire, on vous dit quand il y a eu la photographie, la plupart des peintres faisant des portraits, ayant perdu leur métier, il y a eu beaucoup de peintres qui se sont suicidés. C'est moi qui fais bleu ? Plus ? Mais je ne touche pas. Bon. En fait, il n'y a eu qu'un seul peintre qui s'est suicidé, qui a dit que c'était à cause de la photographie, pour info. Mais tout de suite, on fait des généralités. Donc la photo, elle a commencé ronde, comme vous voyez là, parce qu'un objectif, c'est rond, et que ça donne une image ronde, si vous voulez. Après, on l'a fait carré, mais on tire un peu les bords, c'est pas tout à fait la même... au niveau de l'optique, si vous voulez, c'est un peu différent. Et puis ensuite, comme le seul marché initial, pendant des années, c'était les peintres, c'était qu'on faisait une pose, là, vous voyez l'empereur d'Allemagne assis sur un faux cheval pour une représentation de lui à cheval, posé pendant des plombes, si vous voulez. Donc la photo permettait de faire une photo et après on peignait d'après photographie. Il fallait beaucoup de lumière. Et comme les clients étaient les artistes, et beaucoup disaient que l'intérêt pour la photographie en dehors des peintres. 2 formats sont imposés parce qu'ils correspondaient au métier des peintres, portrait et paysage. L'essentiel du marché était sur le portrait. Tirer le portrait avant la photo, tout le monde veut votre portrait sur des médaillons, parce qu'il fallait reconnaître les gens. Dire, tiens, tu vas te marier avec un tel, tu as déjà vu son portrait, il aimerait bien le voir avant, vous voyez, parce qu'elle est arrivée de loin, par exemple, ou les agents. Et paysage, généralement, c'était pour produire un beau paysage. Et donc la photo s'est alignée, si vous voulez, sur le marché des peintres. Et là, vous voyez 2 des toutes premières photos. Alors, contrairement à une idée reçue, il y a eu plus de 200 procédés de photocouleur dès le début, assez complexe. Et vous voyez 2 photos, vous croiriez des tableaux. Puisque l'obsession des peintres, c'était d'être aussi beau qu'un tableau. L'obsession de la photographie, c'était d'être aussi beau qu'un tableau de peintre. Et donc, vous voyez ici cette interprétation par la peinture. Et là, je dis plus de 300 procédés photographiques entre 1850 et 1913 qui essaient de mettre la couleur. Mais quel a été l'impact principal, en fait, sur la peinture ? L'obsession des peintres, c'était de bien représenter, avoir une représentation quasi réelle, faire un tableau représentant. Et à un moment, on a dit, on ne peut pas se battre contre la photo, c'est la représentation. Et donc, l'impact principal, ça a été l'explosion de la peinture dans tout un tas de nouvelles écoles qui n'étaient plus représentatives. Le but n'était pas de... Et effectivement, beaucoup de peintres qui étaient des peintres de moyenne catégorie, qui vendaient des portraits, sont devenus photographes. Pratiquement les 3/4 des photographes étaient peintres. On disait c'est un métier de feignant. Il faisait la photo, il a retouché en couleur, si vous voulez. Il allait pas... Mais la peinture s'est libérée de cette activité de représentation. Alors, je vous montre juste quelques tableaux qui
explosion. On n'avait jamais vu des choses comme ça, d'hyper-réalisme, comment donc... ici, vous voyez tout le mouvement qu'il y a eu au XIXe siècle, de représentation nouvelle. Là, on voit les pré-raphaéliques anglais, enfin, tous les mouvements possibles, plus de réalisme, toutes les possibilités s'ouvraient. Il est évident que ça ne représente pas le paysage tel que le ferait une photo, mais ça n'était plus l'objectif du tout. C'était considéré comme une immense libération. Vous avez vu, c'est un des tableaux qui est dans ceux qui valent le plus de 100 millions. Enfin, c'est sur du carton, c'est à la craie, c'est un truc très 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 simple qui représente l'esprit d'une époque, l'horreur de la guerre, pourrait-on dire, d'une certaine façon. Ici, vous voyez, tout un tas de possibilités nouvelles se sont ouvertes à partir du moment où la peinture n'avait plus cet objet représentatif. Vous voyez aussi les glaneuses, je vous passe toutes les possibilités qui ont mené donc à une libération, peut-on dire, en grande partie de la peinture. Vous voyez le Douanier Rousseau avec des styles aussi variés qu'il était possible de faire, et jusqu'à ne plus rien représenter de particulier. C'est le non-réaliste, l'abstraction, si vous voulez, qui est devenu un courant majeur qui n'existait pas avant. Il faut savoir que ça n'existait pas avant. On était obsédé par la représentation. Vous voyez tous ces tableaux, là, Luxe, calme et volupté, s'appelle le tableau, Les Demoiselles d'Avignon. La première fois que Picasso vient à Paris, c'est en 1900 avec un tableau pour l'exposition universelle, quelque chose qui n'était pas accepté à son époque initialement. Parce que, vous voyez, on disait que c'est pas beau, on représentait plus, on disait, vous avez vu la représentation de la tête des dames quand même, c'est quelque chose qui n'est pas passé comme ça. Tu crois que je suis pour quelque chose? Non. Tu penses une connexion? Oui, mais je n'y touche pas. Bon. Donc voilà. Aujourd'hui, alors je passe en vitesse, on pourrait perdre 2 heures sur la relation entre la peinture et la... Aujourd'hui, il y a le problème de l'intelligence artificielle. Et vous voyez beaucoup de choses dans le web qui vous dit voilà l'intelligence naturelle et voilà l'intelligence artificielle. La plupart de ces représentations sont totalement fausses, elles ne correspondent à rien. C'est l'intelligence humaine vue par des informaticiens. Et là, je montre, il y a un mythe d'une intelligence artificielle créative et le risque d'une gestion standardisée de l'humain à travers ses datas. Alors ici, je vous mets quelques éléments, c'est en préparation un rapport qu'on sortira sur le rapport entre l'intelligence artificielle, qui n'est pas une intelligence, qui n'est pas artificielle par ailleurs, donc je ne sais pas qui a trouvé un nom pareil, et l'intelligence naturelle, pourrait-on dire, ou la pensée humaine. Ici, tous les mots que je vous mets là, sont des caractéristiques exclusives de l'intelligence humaine. Aucune intelligence artificielle ne correspond à ça. Elle n'a pas de pensée, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de vision globale, elle n'a pas d'utopie, elle n'a pas d'imagination, elle n'a pas de philosophie, pas de souvenir. La mémoire n'a rien à voir avec le souvenir. Pour avoir une capacité de mémoire, souvenir, c'est bien plus élaboré qu'un mémoire. Pas d'anticipation, pas de création, pas d'inspiration, pas de passion, pas d'idéaux, etc. Or, la plupart des psychologues ou des philosophes considèrent que chacun de ces éléments est déterminant pour qu'il y ait intelligence humaine. Donc on n'est pas du tout sur le même champ, si vous voulez. C'est pas du tout de même nature. On est dans le traitement du big data avec de l'algorithmique. On sait exactement ce que c'est, si vous voulez. D'ailleurs, chose que ne fait pas le cerveau humain. Le cerveau humain ne traite pas de la big data. Il n'est pas formaté pour ça. Lui, il va aller très rapidement. Il se contentera de bases très réduites. Il va être instinctif, voire cette fois uniquement son expérience. Il ne va pas dire que c'est des milliers de cas. Il est satisfait de son expérience pour en tirer des généralités, ou de ce qu'il a vu avant. Donc il n'est pas du tout sur la même logique. Une des principales contradictions, c'est pas que mon avis, vous savez, je suis à l'Académie, au niveau sciences et technologies, on a les meilleurs spécialistes, c'est que ces deux domaines qui ne sont pas convergents mais parallèles. Certains vous disent, mais un jour on va faire aussi vite, aussi fort. Il y a plein de domaines où la machine fait beaucoup mieux que l'humain. La machine calcule plusieurs milliards d'opérations par seconde. Je ne pense pas qu'il y en ait parmi vous qui soient à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, ils utilisent une calculette quand ils ont besoin de faire des calculs. C'est pas pour ça que la calculette est devenue mathématicienne ou scientifique ou quoi que ce soit. Donc là, tout ça va déterminer, en plus avec les combinaisons possibles, des milliards de possibilités au niveau de la création, ce qui n'est absolument pas l'objectif de l'intelligence artificielle, mais je vous le montrerai par un point. Et donc l'accumulation de la data ne donne toujours pas le fait que, vous savez, les peintres belges qui vous disaient ceci n'est pas une pomme, mais ceci n'est pas un homme non plus. Parce qu'ils disaient c'est la représentation d'une pomme, donc c'est pas une pomme. Là, même si vous avez 800 panels de data ou des milliers de data, c'est toujours pas un homme. Un exemple, j'ai tiré une phrase d'une conférence de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Quel sens donner? Il nous dit la fleur artificielle est infiniment plus proche de la fleur naturelle que l'intelligence artificielle n'est proche de l'intelligence humaine. Et vous voyez la photo.
Tout ça, c'est des fleurs artificielles superbement bien faites. Souvent, dans les, vous savez, les murs de verdure, on met un peu de fleurs artificielles pour qu'il y ait un peu de couleur, parce qu'il ne pousse pas beaucoup de fleurs sur des murs de verdure. C'est fait en soie, c'est remarquablement bien fait. La plupart des gens disent, c'est des fleurs naturelles, il faut qu'ils viennent tout près pour voir que non, tiens, c'est des fleurs artificielles. En plus, elles sentent bon parce que la micro-encapsulation d'odeur, c'est la portée du premier chimiste venu. Donc c'est beau comme une fleur, c'est vraiment proche, et en plus ça sent bon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourtant, ça n'a strictement rien à voir avec une fleur. Il n'y a pas de biologie, il n'y a rien qu'à pousser, et donc l'apparence ne traduit pas la réalité profonde. Et là, on est dans le même cas avec l'intelligence artificielle, mais j'ai choisi une... Alors ici, je vous montre le premier tableau créé par une intelligence artificielle, qui a été vendu, qui est dans un musée, non pas parce qu'il était beau, mais on voulait le premier, parce que le côté artificiel de la pénurie. 15 000 portraits de peintres célèbres datant de 6 derniers siècles injectés dans l'algorithme. Alors vous voyez, la signature, c'est pas la signature d'un peintre, c'est la signature d'un algorithme, qui dit voilà ce que j'ai tiré, si je les combine, ça donne ça. Alors sachez que c'est faux. Le premier, c'est que vous combinez 15 000 trucs, ça vous donne une tache marron, comme si vous mélangez toutes les couleurs. Parce qu'il y a des fois l'ombre à droite, parfois à gauche et tout. Donc il y a eu plein d'interventions humaines tout le long pour recadrer l'IA, qui partait dans les mauvais sens, si vous voulez. Chaque fois on disait, elle nous sort 50 trucs, c'est imbuvable, je la recale, attends, déconne pas, il faut mettre à droite, à gauche, donc voilà. Et ça donne ça, on va regarder autre. Par ailleurs, dans un autre domaine de l'art, on part vers la littérature, Google a rendu public le premier poème généré par intelligence artificielle, après que le programme Google Brain eut disséqué plus de 11 000 recueils de poésie. Je vous fais grâce du poème, qui est une merde totale, que voulez-vous que ce soit? Bien sûr, il y a amour qui rime avec toujours, il y a nature, il y a les yeux, enfin tout ce qu'on peut avoir dans un poème d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a rien, c'est une moyenne mathématique des mots ou des signaux qui ont été mis comme en haut, c'est une moyenne des pixels que l'on retrouve, une moyenne hyper simpliste de routine passée. Alors si vous êtes historien de l'art, il dit mais c'est quoi l'objectif là? Parce que franchement, on a milieu de l'expression artistique qui est une passion, qui est une sensibilité, qui est un art. Il y a de la vie, il y a de l'expérience, il y a des malheurs, il y a tout ce que vous voulez. C'est pas une moyenne de ce qui a été fait. Et d'ailleurs, ça n'est pas une moyenne de ce qui a été fait. Alors, et voilà d'autres choses qu'ont sorti cette intelligence artificielle, recadrée. Personne met un bloc comme ça d'un manteau, mais comme tous les vêtements arrivaient l'un sur l'autre, voilà ce que ça peut donner. Voilà aussi une autre production d'intelligence artificielle à partir d'une base de tous les tableaux qui ont été faits. Alors, le dernier produit considéré par Google et les informaticiens comme top, en disant maintenant vous pouvez faire n'importe quel tableau comme un grand scientifique, c'est ce logiciel, vous pouvez sur Google, vous faites algorithme, tableau personnalisé. Et vous dit, vous me donnez votre photo, ici vous voyez c'est un paysage, dans le langage des peintres, et vous dit, moi je vais vous le mixer, et on va le faire à la Van Gogh. Et il vous sort ça, vous voyez, c'est l'église, c'est les maisons. Alors ça n'a strictement aucun intérêt, parce que c'est un tableau de Van Gogh où il y a des choses, c'est le seul qui l'a fait comme ça, c'est la nuit, là c'est pas la nuit, enfin ça n'a rien à voir, mais on pouvait le faire avec toutes les grandes œuvres. Ici vous voyez, le cri qu'on a vu, le ciel était rouge et doré, on vous met un ciel rouge doré derrière, et d'autres peintres qui fait que vous envoyez une photo et vous récupérez un tableau à la mode de Fernand Léger, machin. De l'intérêt de ce genre de choses. Et je finis par le dernier coup, le Rembrandt, le fameux Rembrandt. Donc, Rembrandt est mort, et Microsoft, alors c'est un grand programme qui a coûté une blinde, en disant on va ressusciter Rembrandt. Un nouveau Rembrandt est né, on va faire un Rembrandt que Rembrandt aurait rêvé de faire, il n'a jamais pu faire. Donc une œuvre résultant de l'ambition redonnifier l'artiste pour créer une nouvelle peinture. Alors c'est pas un faussaire, alors que, oui ça pourrait être trouvé, c'était mis par Microsoft. Et vous n'avez que des ingénieurs informaticiens qui vous parlent de Rembrandt. Je pense que c'est la première fois qu'ils rencontrent Rembrandt de leur vie d'ailleurs. On le voit sur la possibilité de faire un algorithme. Multitude de technologies avancées, analyse de 300 tableaux de Rembrandt, puissants algorithmes, reconstitution d'une base de données précise, représentative et possible de son travail. Mais je vous dis, si vous additionnez tous ces tableaux, ça vous fait un patagouilla tout marron. Donc il faut quand même y mettre un petit peu de... Voilà. L'algorithme, alors, dégageait les caractéristiques favorites des œuvres du peintre, des portraits d'hommes blancs, barbus, âgés de 30 à 40 ans. Là, l'univers se resserre sévèrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'est plus dans l'infinité du champ des possibles. De nombreux détails ainsi recoupés ont formé une matière première qui a permis à l'IA de créer quelque chose de nouveau à la manière de feu l'artiste.
Il a fallu jeter chaque fois, vous dites, je sors 50 trucs, j'en enlève 49, je lui demande de continuer dans cette voie-là. 18 mois de travail, je ne vous dis pas le nombre d'informaticiens. Alors ça fait comme quand vous dites, je vais voir un film, il y a beaucoup d'effets spéciaux digitaux. Quand vous arrivez dans le générique avec Digital Effects, vous voyez 600 noms, vous avez remarqué. Ça consomme énormément d'intelligence humaine pour faire semblant de faire une intelligence artificielle, si on symbolise. Et donc 18 mois de travail, nouveau tableau est né, peint par une imprimante 3D, ça c'était inévitable, afin de signifier les différentes couches et de faire un peu de relief. Et voilà le Rembrandt, qui est la synthèse de ce que Rembrandt aurait pu faire. Alors n'importe quel historien de l'art dit c'est trop plat, ces trucs, c'est pas un Rembrandt, enfin, ça ressemble à un Rembrandt, c'est comme le Canada Dry, si vous voulez, mais c'est en aucun cas Rembrandt. À ce moment-là, c'est un faussaire, mais les faussaires font des beaux Rembrandts. On en a encore dont on n'est pas sûr que ce soit de Rembrandt, parce que c'est un moitié de faussaire. L'apport de création est nul. On a ramené la toile à juste des couleurs, des pixels, des formes, des choses comme ça. Et donc là, moi, j'ai choisi de vous faire présenter quelque chose. Alors ça va être très frustrant, ce que je vais vous montrer, ça je vous préviens. C'est quelque chose que j'ai conçu pour des ingénieurs, pour une formation d'ingénieurs, justement informaticiens, pour leur expliquer que c'est pas avec la tech qu'on faisait de l'art. Bon, alors ce n'est que des tableaux ou des dessins, donc vous allez voir que des tableaux ou des dessins. Alors là, c'est un hommage rendu aux créateurs, artistes, les gens qu'on va voir tout à l'heure, designers, concepteurs, qui disent à un moment, moi je pense que ça peut être quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être quelque chose comme ça. D'après mon senti, ma sensibilité, ma formation, tout ce que je veux. Enfin, design by human for humans, dit-on. Maintenant, ça va apparaître, vous allez le voir, de plus en plus sur des objets en disant garantie sans IA, sans algorithme, sans data. C'est conçu par des humains, avec leur passion, leur folie, leurs rêves, leurs désirs. Tout ce que vous voulez. Garantie, comme vous avez sur les produits, garantie sans colorant artificiel. Parce que les gens n'aiment pas l'artificiel. De la même façon que c'est marqué sans colorant, sans phosphate, sans parabènes, sans machin, on dit sans algorithme et sans data. C'est des humains à poil qu'on fait le boulot en face d'autres humains en disant « moi je sors ce que je ressens et ce que je vis ». Alors là, justement, on s'est dit on va prendre un sujet très simple, les autres étant prêts à préparer leurs algorithmes en disant « c'est quoi le sujet ?» comme avec Rembrandt, on dit « c'est un sujet très simple, une femme qui lit ». Une femme qui lit. Alors, il n'y a pas des millions d'images de femmes, on va arriver à une femme, générique, si vous voulez, avec un bouquin, c'est quand même pas sorcier. Donc si on veut faire une femme qui lit, je pense que l'algorithmique et le big data doivent nous donner les éléments pour sortir une femme qui lit. Alors je vous conseille cet ouvrage. Alors, les femmes qui lisent sont dangereuses. Ils s'aventurent sur un terrain glissant parce que c'est un des sujets les plus complexes qu'il puisse y avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière une femme qui lit. Et moi je vais vous montrer que des représentations d'une femme qui lit. Vous allez voir la variété inimaginable qu'il peut y avoir. Alors parfois je vous ai mis les noms des artistes, parfois pas. Voilà, ça c'est un chef-d'œuvre, on pourrait passer un quart d'heure dessus. Sauf qu'on va tourner presque au niveau d'un vidéoclip de rappeur à 4 images secondes, presque, pas tout à fait, mais disons 5 secondes par image. C'est juste pour balayer le champ des possibles. Après, ça donnerait envie d'aller voir parce que vous avez les purs chefs-d'œuvre derrière cet aspect. Vous voyez déjà 2 traitements qui n'ont strictement rien à voir. Rembrandt, on était sur Rembrandt. Alors là, elle n'a pas été rentrée. C'était des hommes de 30 à 40 ans barbus. Donc pas de bol, il n'était pas dans le spectre. Et il n'a fait qu'une vieille dame qui lit, donc à la limite, le gloire vous la ressort, si vous voulez. Bon. Vieille femme en train de lire, vous voyez, traitement. Fragonard, vous ne pouvez pas y échapper. Vous allez voir des chefs-d'œuvre des plus grands peintres de l'histoire. Là, vous voyez Renoir. Renoir a énormément traité le sujet de la lecture. Alors, on pourrait rentrer l'état d'esprit, la jeunesse, tout ça, une certaine période. Pourquoi autant de rouge et d'orangé? Tout ça, Renoir, là, c'est plutôt la mère. Vous avez vu les filles. Voilà, Renoir a traité plein de fois. Et je vous défie de faire la synthèse de Renoir mettant une femme qui lit. Et là, il y a un Renoir très inattendu, pourtant c'est bien un Renoir, avec un style de Renoir qui n'est pas son style usuel, sur une femme lisante, un tableau très peu connu. Picasso, alors Picasso, on a dû faire à peu près 250, donc je ne vais pas vous les passer toutes les 250. Voilà, une femme qui lit, ici, il y a des femmes qui lisent. Picasso, le bouquin est là, vous voyez, les femmes qui lisent, tout ça c'est Picasso. Ici, Fernand Léger, vous voyez, femme qui lit. À côté d'un mec, je ne sais pas ce qu'il tient d'ailleurs. Après, vous verrez, à l'occasion d'une femme lisant, on traite des graves problèmes de couple. Je vais vous montrer. Parce que, comme on nous avait dit la dernière fois, une fois qu'on a eu le brief, nous, on va faire autre chose que ce qui est demandé dans le brief. Évidemment, je vais en profiter pour faire ce que j'ai envie de faire. Les peintres ont toujours fait ça. On demande une vierge à l'enfant, lui met sa maîtresse, qui est connue par toute la ville comme étant sa maîtresse, qui se permet de mettre en vierge rien que pour foutre de la gueule du pape. Bon, chacun fait ce qu'il veut, avec son histoire et comme il l'entend. Ici, vous voyez Matisse.
Donc 2 points de Matisse sur femmes lisant dans un jardin. Là, l'IA, elle rame pour reconnaître ça. Je peux vous dire, pour l'instant, elle ne sait pas. Van Gogh a traité aussi. C'est un tableau de Van Gogh, là encore, fait connu. Vous voyez, dans une bibliothèque, dans Van Gogh, de tout début de la période Van Gogh. Vous voyez comment c'est traité. Et si vous demandez à 200 artistes, vous n'aurez rien de pareil, par nature. Et on se fout de la moyenne entre les 200. Berthe Morisot aussi, qui a fait de superbes tableaux. Donc, vous voyez, de ce traitement, GN, voilà, traitement moderne, ça, c'est des artistes actuels, beaucoup plus récents. Vous voyez, traitant de sujet d'une façon totalement différente. Quelle moyenne faire entre les deux vous voyez, est-ce que ça aurait un sens? Non. Là encore, vous voyez, femme à la lecture qui rêve avec son livre posé sur les genoux. C'est pas des genoux. Après, je vous laisserai trouver, on peut faire un quiz après. On fera un examen sur table avec un quiz. Autre interprétation, vous voyez, beaucoup plus classique et romantique. Marie Cassatt. Féminisant. Là, vous avez l'équilibre des blancs. Enfin, on pourrait passer une demi-heure truc pour dire pourquoi elle a fait ça, à quel moment, dans quel état d'esprit. Est-ce qu'elle était à la campagne? Qu'est-ce qu'elle voulait faire passer? Est-ce que c'est une commande? C'est pour qui? Est-ce que ça représente la personne? Enfin, énormément d'éléments sur ça qu'on va passer à côté. Ici, vous avez un super tableau qui a été beaucoup traité, parce que là, il faut lire, il faut de la lumière. Les peintres adorent la lumière. Alors, soit c'est la lumière des fenêtres, soit c'est une lumière artificielle. Vous voyez ce zoom. Delphine Langeois, donc sur la lecture près de la lampe. Ça s'appelle. Mais il y en a qui peut très bien s'appeler solitude. On voit souvent ce terme. Personne nie toute seule. Le peintre traite plutôt de la solitude, en fait, plus que... Ici, je vous en montre, Jeune fille lisant et Hebel, qui est vraiment des superbes représentations, chacune est là. Ici, vous avez des interprétations très modernes. Vous avez vu, la fenêtre est ouverte, il y a le livre. Là, vous avez une vision très, très simpliste, très graphique, etc. Enfin, je ne vais pas faire un commentaire dessus, parce que je vous en montre plein, et je vais vous montrer moins d'1% des œuvres disponibles sur une femme qui lit. Hebel, jeune fille lisant. Vous avez vu la posture que lit-elle, c'est quasiment religieux, encore une vierge qui est en train de lire. Femme lisant de Hopper, alors là, vous avez tout à fait un autre style Hopper, très agréable comme image. Enfin, voyez la qualité de traitement où il n'y a jamais il y a copie de ce qui préexistait. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Et puis, on ne va pas rester qu'occidental. Là, vous avez des femmes lisantes en Asie, il y en a plein également, qu'elles soient japonaises. Là, vous avez justement avec deux grands peintres japonais. Ici, Matisse, Guéridon, j'avais dit Matisse avec la petite liseuse, avait un dessin qui n'est pas du tout de la même nature, suivant à qui on s'adresse. Enjolras, alors là vous avez aussi Picasso, alors oui, il y a un nouveau Picasso qui est pas du tout de la même période que les autres, qui est pratiquement figuratif, qui traite du même sujet. Ici Gabriel Ferrier, ici alors Medzinski, qui a beaucoup traité le sujet, vous voyez, énormément traité le sujet, on verra, ça, c'est un thème qu'on retrouvera énormément, c'est la femme nue en train de lire. Ça, alors là, les peintres adorent ça. Alors, ce qu'ils aimaient bien dans la lecture, c'est que la personne ne bougeait pas en plus. C'est-à-dire que ça facilitait la pose, figurez-vous. On disait, donc on aimait bien faire son portrait en train de lire, parce que ça faisait un télo en plus. C'était bien vu, en fait. Puis alors, c'est là à poil, il aime bien désigner les femmes à poil, donc chacun trouve son compte, en fait. Ici, vous voyez, donc Albert André, c'est sa femme qui va peindre plein de fois en train de lire, relire. Albert André, de dos, allongé, enfin tout ce avec des équilibres de couleurs. On croit presque un tableau de la Renaissance avec le bleu et le rose typique, si vous voulez. Là, vous avez une vision sud-américaine, donc beaucoup plus colorée, si vous voulez. Lecture dans le sud, vous voyez, qui n'est plus du tout rien à voir avec la précédente. Là, vous avez des tableaux extrêmement travaillés, graphiques. Alors, beaucoup de tableaux du Moyen-Âge et de la Renaissance traitaient auprès de fenêtres avec des lumières extrêmement sophistiquées, et d'où la lecture près de la fenêtre. Ici, vous voyez Steuben. Je vous en montre juste pour montrer la diversité. Je ne cherche pas du tout à faire des catégorisations. Fantin-Latour, vous avez vu, qui est très traité. Si jeune femme lisant un livre, là, un style totalement différent. Femme lisant derrière les persiennes, ça sent l'été, c'est le jardin, enfin tout ça, pourquoi, où ça se passe, où c'est. Là, c'est une autre tenue, donc je vous montre. Là, un jeu de couleurs extrêmement sophistiqué. Maurice Mariot, femme de dos, lisant. On a eu pas mal qui ont présenté de dos pour la relation. Ici, vous voyez Corot. Corot, qui a traité aussi pas mal, avec un style qui n'a rien à voir avec les autres, c'est très Corot, si ça se passe à l'extérieur. Alors, on a beaucoup de scènes de femmes lisant à l'extérieur, en pleine campagne,
au bord de la plage, etc. Je vais vous montrer. Alors Vuillard, ça doit être la casse-tête pour l'IA. Il peut s'accrocher là. Avant de prouver que c'est un tableau, il s'accrochera parce qu'il adore ces fonds très colorés avec les papiers peints et tout. Donc, femme qui lit de Vuillard. Ici, vous voyez Cornu-Pierre, qui est aussi un style éclatant de couleurs. C'est pour montrer les 1000 façons, 1 million de façons traitées. Fragonard, vous avez beaucoup traité le sujet, vous voyez. Très, très fin, très sophistiqué. Et Bernard, la simplicité, donc proche de l'approche de Van Gogh, en fait. Marie Ravel aussi, en pleine campagne. Ici, Chagall, vous voyez, on la voit à peine, elle est là sur le côté avec son livre. Alors qu'en plein, on voit d'abord les fleurs, et ça s'appelle « Femme liaison à la fenêtre ». À Sils. Et derrière, on voit un agriculteur avec ses chevaux qui est en train de labourer. C'est typique de Chagall, avec une tête, là, sans corps, qui vient. C'est Chagall qui traite le sujet. Ça ne se mélange pas avec autre chose, si vous voulez. Duquesne, femme lisant le journal, position très moderne. Tout ça. Alors, c'est une femme. Alors là, c'est une présentation très, très poudrée, un style extrêmement, on ne peut pas dire romantique, d'ailleurs. Marie Cassatt, encore, pour trouver, jeune femme, elle a beaucoup traité le sujet. Alors, il faut savoir qu'il y avait tout un contexte aussi d'émancipation de la femme. Il y avait une crainte de la femme qui disait, qu'est-ce qu'elle lit réellement ? Est-ce que ça ne va pas l'influencer ? Est-ce qu'elle doit faire quel type de lecture ? Enfin, il y avait un contrôle. L'Église disait, est-ce qu'elle lit bien les limitations de Jésus-Christ ou est-ce qu'elle lit des conneries ou est-ce qu'elle lit pas des... Enfin, la lecture faisait peur, en fait, au niveau des femmes ou des jeunes filles. Daniel René Louveau, on voit une présentation qui ressemble, au fait, aux miniatures qu'il y avait sur les livres au moment de la Renaissance. Bégara, alors, ça, c'est une époque, on a beaucoup fait le jardin, la nature et la lecture, un moment de repos, de détente dehors. Ici, alors, souvent, il y a une histoire. Là, c'est une histoire de couple, en fait. C'est au bord de la mer. C'est Manet avec sa famille sur le bord et sa femme qui est absorbée, qui passera son temps à lire parce qu'elle n'aime pas se baigner, se trouve trop grosse. Je passe tout le contexte qui va avec. Toujours est-il, c'est une femme qui lit, ressentie par... Bon, Manet, c'est ce qu'il fait. Henner, femme lectrice. Alors là, vous verrez, je montrerai des séries sur les femmes plutôt. Voilà, la dame s'étend. Alors on a beaucoup qui sont endormis sur leur bouquin. Là, c'est endormi dans une position assez inattendue, quand même. Enfin, bref, en lisant, ils sont assoupis. Donc on a pas mal de cas. Lectrice à l'extérieur. Donc, vous voyez, avec le chat, l'oiseau. Là, une posture remarquable, tableau, en fait, au niveau de la sensibilité. C'est un peintre russe. Donc, vous voyez l'immense variété. Là, je crois d'ailleurs qu'il s'appelle, c'est pas Solitude, quelque chose comme ça. Généralement, ils sont à deux. Il y en a un qui rame, elle est toute seule en train de lire sur un bateau au milieu de l'eau. Est-ce qu'elle a poussé le mec à l'eau ? On ne sait pas. Enfin, il y a une histoire derrière, en tout cas. C'est pas détaché d'un contexte, si vous voulez. Là, on est sur des approches plus modernes, plus graphiques, plus décoratives. La lectrice, Armand, 2009, vous voyez, façon de traiter. Visson, vous voyez, traitement des graphiques qui n'a rien à voir. Là, une approche plus intellectuelle, un style très particulier. Sur un autre, vous voyez. Ça peut être aussi extrêmement simplifié. Là, c'est Wiegel, par exemple. Donc, je ne vais pas vous les faire. Je vous montre l'extrême variété. Ici, c'est Marie Laurencin. Vous les reconnaissez tout de suite, Marie Laurencin, traitant le thème de la femme à la lecture, avec presque noir et blanc, très, très peu de couleurs, extrêmement... Là, vous avez Magritte qui a fait une série très inattendue, qui s'appelle La lectrice soumise. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Je n'ai pas remonté la filière pour savoir pourquoi il appelle son tableau. La lectrice, vous voyez, elle est surprise, elle est soumise à quoi ? Est-ce qu'elle lit Harlequin ? J'en sais rien. Pourquoi elle est soumise ? Enfin, qu'est-ce qui met derrière ça ? Et là, je vous en passe, il y a aussi plein de peintres inconnus. Monet, vous voyez, qui fait étalement sur le paysage. Ça, on a une posture beaucoup plus moderne. Là encore, c'est une peintre d'Europe de l'Est. Ici, donc, je vous montre, je ne vais pas attarder, je vais vous montrer 2-3 séries. Ça, c'est un traitement aussi de la fenêtre sur le côté. Ça, c'est une interprétation beaucoup plus récente. Ici, c'est un pinceau australien. Et la position d'attention de la lecture, qui ressemble un petit peu comme un travail scolaire, si vous voulez. On a beaucoup d'enfants dans ces postures-là. Aussi à Boston, c'est un inconnu, c'est un très beau tableau au musée de Boston, mais ils ne savent pas de qui c'est. Ça s'appelle Une fille qui lit, l'auteur n'a jamais signé, donc il est arrivé là, mais au niveau de la lumière et tout est exceptionnel. Ici, vous avez des présentations qui est très début 19e siècle, beaucoup plus simple. Vous voyez une ligne qu'on avait, une lithographie ici, une femme à la lecture. Là, on retrouve du Renoir, avec très très coloré qu'il faisait. Je passe pour vous montrer les points, on va aller à dos.
Beaucoup, femmes allongées, lisant, sur le canapé, sur le lit, etc. Toujours vu. Et puis vous avez toutes les interprétations modernes, c'est aussi des illustrateurs, c'est un thème qu'on reprend partout, hein, dans les livres, dans les illustrations et tout. Alors là, je vais vous montrer quelques sous-séries, parce que quand je travaille avec des ingénieurs, ils disent, bah oui, mais là on part dans tous les sens. Nous, on doit identifier les routines. Déjà, le mot, identifier les routines. Ils disent, mais il n'y a pas de routine chez les artistes, il n'y a pas de routine, il y a un style. Il dit, il faut resserrer l'objet. Alors, bien, on peut resserrer l'objet, par exemple. Est-ce que c'est en gros plan? Parce que si la nature derrière, moi je ne peux pas mélanger les données pour faire des visages standards. Bon, on sent bien que ça ne passe pas. Donc, alors je prends restriction, portrait. Là, c'est les gros plans. Portrait de femmes à la lecture, souvent remarquables d'équilibre. Hein. Corot, vous retrouvez encore ici. Hein, Alfred Chantrel. Vous voyez un petit peu ce style extrêmement particulier. Le livre est devant. Ici, vous avez un peintre, je ne sais plus, je crois qu'il est espagnol, avec un truc au crayon craie qui est superbement bien fait. Hein, Renoir, ici, vous voyez un Renoir assez très inattendu, qui n'est pas dans sa ligne habituelle, hein, avec une jeune fille qui lisait, qui était venue voir ses filles. Alors, vous voyez, les portraits, c'est quelque chose. Hein, ici, vous voyez, si on prend portrait lisant, les peintres aimaient ça parce qu'il y a une posture du visage qu'ils n'ont pas d'habitude. Il y a une attention qui n'est pas vers le peintre, pas vers ce qu'il regarde. Elle est apparemment prise dans le bouquin. Vous voyez des choses très originales, hein, Jacobides, américain, donc vous voyez, posture, la façon de lire le journal, plus classique, jeune fille, hein, je passe sur le point, de la lecture. Là, c'est des illustrations de livres d'enfants, c'est un thème qui revient beaucoup, le captivé par la lecture, si vous voulez. Hein. Charles-Édouard Péguigny, là aussi, très, très sensible, très fin. Hein. Là, c'est une interprétation moderne, illustration, très, très, très équilibrée. Alors, chaque fois, je disais, mais oui, mais avec ça, on ne peut rien faire. Moi, le but, c'était qu'à la fin, ils disent, on laisse tomber, on ne fera pas d'algorithme. C'est hors de portée de faire une femme qui lit, c'est pas de l'informatique. Mais il faut y arriver. Donc, faut famille, femme, lecture. Alors oui, je dis souvent, il y a un petit côté famille. Ici, souvent, on a des tableaux avec le monsieur qui lit pour la dame, par exemple. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui contrôle la lecture? On ne sait pas. Mais ben, là, je constate que ce n'est pas tout à fait la femme lecture, du blanc, lui dans le coin, dans le noir, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a une lecture psychanalytique. Albert André, qui était ami de Renoir, il a beaucoup représenté la famille Renoir. Il montrait, il trouvait que les gens lisaient dans leur coin, on s'isole pour lire, mais que l'après-déjeuner chez Renoir, il y a une tradition, les femmes lisaient, Renoir fumait sa pipe. Enfin, c'était une ambiance où il y avait un équilibre familial avec chacun dans son activité. Ce qu'on retrouve assez... Ici, vous voyez que la dame, il faut un moment pour voir qu'au second plan, il y a un monsieur qui lit aussi allongé sur le canapé. À la limite, ils auraient chacun un iPhone, on se retrouve dans un contexte assez connu aujourd'hui. C'est le niveau de discussion dans le couple face au contexte. Mais c'est apaisé, il ne se cartonne pas. Chacun lit ce qu'il a à lire. Hein, avec un super premier plan, c'est Caillebotte, hein, c'est pas n'importe qui traite le sujet de la lecture. Et elle lit le journal, et lui, l'inverse. Alors généralement, c'est représenté le contraire. Il y a hommes lisant le journal et femmes lisant le bouquin. Ici, je vous avais montré Renoir avec sa femme sur le bord de la mer. Ici, vous voyez, traitement américain, là encore. Lui lit, elle tapote le piano en attendant. Et il en a fait d'autres où elle lit, lui lit le journal, elle lit le bouquin. Enfin, c'est une justification d'analyser le comportement familial. Les couples, là, on est carrément dans la relation du couple. Hein, ils regardent ensemble un bouquin, c'est très américain comme traitement, comme vous pouvez voir. Alors, campagne femme, on a dit, écoutez, ça, c'est pas facile, on va le faire dans le contexte campagnard. Beaucoup sont allés à la campagne. Alors, vous voyez, Henri Lebas, on aime bien, l'artiste aime bien le contraste de la femme qui lit autour de la nature, avec beaucoup de verdure, des fleurs, hein, voilà, Isaac, Israël, voilà, sorti à l'extérieur, une jeune femme qui lit beaucoup au moment des impressionnistes. Hein. Berthe Morisot, vous voyez, en pleine campagne, comme ça. La lecture, dans une forêt. Alors ça, c'est des trucs très lourds au niveau des interprétations. Pourquoi ils s'isolent en pleine forêt pour lire quoi? Alors il y en a, c'est livre interdit, ça s'appelle. Pourquoi ils se plantent pour lire, hein? Alors ici, il faut la trouver, hein. Elle est là, en train de lire. Hein. Vous avez ici, au milieu de la campagne, c'est le paysage qui l'emporte sur toute autre considération. Et donc ça, c'est automatiquement enlevé du panel si on veut faire un modèle. Hein. Ici, vous voyez, c'est en pleine forêt avec le parapluie, une femme lisant dans la forêt. Au-delà, voilà, lecture aussi en pleine campagne. Hein, très, très portraitisé en fait. Hein, Corot, encore, lecture à l'extérieur, il adorait les paysages. Là, vous voyez,
La dame qui est en train de lire, elle est là. Elle a son bouquin ici. Hein. Square Séverine à Paris, avec des couleurs très très éclatées. C'est pas les couleurs réelles, évidemment, c'est une interprétation. Hein, ici plus classique, très 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 américain. Hein, voilà, fille lisant dans un paysage très étendu. Là, le long d'un arbre. J'espère qu'il ne va pas lâcher. Donc une interprétation très naturaliste, presque hyper réaliste en fait. Ici, c'est des tableaux très très modernes, très récents. Voilà, femme nue lisant devant la vallée. Mais elle est de dos, très correct, elle lit devant la vallée. Ici, c'est plus, illustration par rapport à des points. Alors, un point qui a été traité, je vais avoir fini, mais c'est pour montrer, fenêtre, femme, lecture. Alors, fenêtre, oui, pourquoi? S'il y a la lumière, et là, il y a des tableaux à tomber par terre, d'utilisation de la lumière pour la lecture. Généralement, c'était au moment où il y avait des bougies, pas d'électricité. La lecture, la bougie est fatigante, donc c'est des lectures qui se font près de la fenêtre. Alors vous avez pas mal de la Renaissance, donc des travaux extrêmes sur la lumière, de femmes qui lisent. Ici, vous voyez, remarquable, Peter Jensen, vous voyez la dame qui lit, vous voyez la lumière qui éclaire violemment là sur le côté, et les serviteurs, les servantes qui vaquent à leurs occupations. Hein, c'est superbe tableau, c'est pareil, il y a des noirs et blancs contrastés. Comment voulez-vous mélanger ça avec quoi que ce soit d'autre? Ça n'a pas de sens. Ici, Vermeer avec ses lumières remarquables. Là, c'est inattendu. Il a ouvert la fenêtre avec une lumière crue qui n'aime pas trop les peintres. D'habitude, on la laisse tamiser par le vitrail. Hein. Et alors, il avait été longtemps, c'était considéré comme un Rembrandt jusqu'au jour où ils ont trouvé qu'avait été cachée la signature de Vermeer. Donc, vous voyez, ici, Marie-Félix, femme lisant dans l'atelier du peintre. Donc, elle va se mettre près de la fenêtre. Donc, on a ces équilibres de lumière traités par pratiquement tous les peintres au moins une fois. Hein. Voilà. Alors avec certains, avec des contrastes violents, ici vous voyez l'ombre est très très forte, il y a une fenêtre très violente là, il y en a une derrière, c'est inondé de lumière, mais elle est en noir, enfin, au niveau graphique c'est assez remarquable. Hein, Lamblin, American Girl Reading, auprès de la fenêtre, interprétation très nouveau monde, hein, si l'on prend. L'autre, la lectrice, vue de dos, pareil, effet fenêtre, hein, qu'on a eu énormément, là avec la fenêtre, les persiennes baissées. Hein, les termes aussi, il y a de la lumière, mais très adoucie, ce qui permet de l'autre. Window, pareil. Là, le livre est sur les genoux. On rêve en même temps qu'on lit, donc il y a beaucoup d'éléments de sentiments sur cet aspect-là. Là, pareil, Itzel intérieur avec jeune fille en train de lire, hein, avec un effet de lumière extrêmement fort, mais elle n'est pas dans la lumière directe. Là aussi, la Cochrane, super, très américain comme traitement aussi. Voilà, je ne vous les passe pas tous, hein, parce qu'on pourra en avoir. Ici, c'est assez remarquable, cette vieille dame en noir près d'une fenêtre à la lecture. Hein. Tarbell. Ici, la dame, elle s'est mise à la fenêtre, elle lit avec la lumière extérieure par la fenêtre, donc il y a d'autres façons de traiter la fenêtre, comme vous pouvez voir. Donc, il faut oublier tout. Alors, femmes, nudité, lecture, je ne les mets pas toutes, mais tout le monde a fait ça. Les peintres adorent faire des femmes nues. Alors, des femmes nues lisant, vous pouvez trouver autant que vous voulez. Hein, Théodore Roussel, vous voyez, 1887, hein, traitement très moderne, une femme qui lit, très réaliste, avec la peinture. Là, pas besoin de vous dire qui c'est. Hein, il fait que des femmes très grosses, il les aime comme ça, mais qui lit. Enfin, elle rêvasse plus qu'elle ne lit. Là, vous avez Léon Kroll, pareil, fin du 19e siècle, hein, très moderne, lisant le journal en plus. C'était considéré comme étant... Une femme ne lisait pas le journal, normalement, disait-on. Isaac Israël, ici Louis Amato, bon... apparemment, le sujet principal n'est pas forcément le livre, d'après la façon dont il l'a traité. Enfin, c'est sa façon. Alors ici, vous voyez, il faut repérer au début que c'est un nu. Hein. Vous avez vu le traitement des couleurs, toutes les taches là qui sont extrêmement intéressantes, comme Jean-Paul Braun. Ici, bon, traitement très moderne, très illustratif du sujet. Hein. Naked Girl Reading, là, ils sont même pas signés. C'est du digital art que vous allez trouver sur les sites de ceux qui vendent leurs illustrations, hein, qui sont des traitements synthétisés. Et là, je passe vite maintenant, mais il n'y a pas que les peintres qui ont fait ça. Les photographes, évidemment, se sont emparés du sujet. Je vous en montrer nettement moins. Une des toutes premières photographies ayant existé, c'est une jeune fille en train de lire. Hein, faut savoir. Et une autre qui est une des plus belles qui ait jamais été faite, parce que c'est composé comme un tableau, 1906. Arthur Marshall, regardez cette photographie d'une petite Hollandaise en train de lire, qui était un véritable tableau dans sa mise en scène, dans son éclairage de lumière. Ça traite de l'éducation, en fait, dans la campagne. Voilà. Ici, vous voyez, c'est une photographie, en fait, toute première photographie colorée, jeune femme lisant près d'un étang. Hein.
Ici, vous avez il y en a des jeunes femmes, il y a Marilyn Monroe, il y a d'autres filles. Ça, c'est des photographes actuels qui travaillent beaucoup ce thème aussi. Alors on retrouve la fenêtre, on retrouve les photographes ont enchaîné sur les peintres, on est sur les mêmes types de sujets. Alain Badi, 1991, donc Femme lisant avec la cigarette, là, qui finit un gros roman. Ici Poetry, ça c'est des photographes actuels. Femme lisant, vous voyez, dans un square. Ici, Australie, voilà, Australian Square, assis sur les escaliers pour prendre le temps de lire. L'écrit, ça, c'est japonais, c'est un photographe japonais, Anne Gaillard. Donc, on retrouve la femme à l'extérieur en train de lire avec un traitement. Il y a 2 arbres très noirs. Vous imaginez bien que le traitement par pixel de ce genre de choses se heurte à des choses qui n'ont rien à voir. Ici, c'est intéressant, on a le geek qui est là avec son portable et les 2 jeunes femmes en train de lire, en fait, vous voyez, qui est une interprétation photo de la vie actuelle, si vous voulez. Et puis, bien sûr, ils ont été aussi sur les nus, ils adorent faire des photos de nus. Alors, vous en avez beaucoup, aussi des photos beaucoup plus intimistes sur la relation à la lecture ou au contenu. Vous voyez, ici, c'est quelle est la relation au roman policier. Est-ce que le tueur, et moi on dit quelquefois, en fait, ils doivent découvrir que l'auteur du crime, c'est le lecteur. Ça, c'est très tendance, vous voyez. Et donc, c'est le thème qui est traité là. Voilà, là, traitement moderne, femme et lecture, vous voyez, qui est très belle photographie. En fait, puis alors, des dames nues qui lisent, il y en a autant que vous voulez. Là, on croirait une photo ancienne, c'est une photo qui est faite avec un iPhone 6, en fait, avec un traitement à l'ancienne, en fait, dans un TGV, voilà, qui est assez intéressant. Ici, pareil, femme à la lecture, vous retrouvez ce type de thème noir et blanc. Alors là, voilà, il a voulu synthétiser l'origine du monde et la lecture. Il le fait comme il entend. Vous voyez, on voit à peine les yeux avec les lunettes, parce que c'est un traitement assez original. Et puis des photos très modernes sur la relation à la lecture sur tablette ou choses de cette nature. Là, c'est une photographe qui est très LGBT, sur la liberté à New York de se balader les seins nus plus d'être LGBT et de lire dans un square. Donc c'est une œuvre militante, si vous voulez, sur le thème de la lecture. Et puis j'arrive là, des mélanges entre des photographies, des montages assez sophistiqués, extrêmement intéressants. Voilà, et puis je termine sur ça, qui est en fait la relation privilégiée entre le livre et la femme. La majorité des lecteurs sont des lectrices, sachez, pour les ouvrages. C'est elles qui font la différence entre un succès d'ouvrage ou pas. Et ici, version moderne, donc accessoire iPhone, pour avoir une photo de femme lisant, qui est un des thèmes usuels. Cinéma, mais je vous en montre que 3. La lectrice, avec Miu Miu, vous pouvez voir, quel thème qui a été très, très bien traité dans ce film. Vous la voyez allongée sur un banc en train de lire. Là, dans un film de Tarantino, Glorious Bastard, le traitement de la femme à la lecture, qui est souvent un plan qui va être retenu par plusieurs types, par artistes ou cinéastes, à cause de cette magie de la relation entre l'instant, l'attention, le livre. Voilà, conclusion. Alors, pas de conclusion. Conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. C'est qu'une femme à la lecture, ça peut être ça. C'est un autre Picasso, tout à fait différent des autres. Ça peut être ça. 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 Ça. Très intéressant, ça. Au niveau, c'est un peintre chinois, vous voyez, très, très fin. Ça peut être ça, vous voyez, ça explose la petite routine. Ça peut être routine à la lecture, si vous voulez. C'est pas vrai. Ça peut être ça, vous voyez, il y en a autant. Là, en fait, c'est un traitement hyper moderne à la fin du 19e siècle. On a du mal à croire que la peinture du haut à droite est du 19e siècle. Tellement elle a une dimension de modernité, avec les 3 bouquins, l'éditeur. Ça peut être ça. On n'avait pas passé par Balthus, mais qu'il y avait là, ou ça. Si vous êtes branché, donc manga, par exemple. Voilà. OK. Et on a fini Matisse. On n'avait pas passé Matisse, mais évidemment, il a fait sa femme à la lecture. Et puis voilà, une illustration tout à fait moderne, puisqu'elle a été faite par un illustrateur dans une revue il y a quelques semaines. C'est Femmes lisant au Jardin du Luxembourg. Donc voilà. C'était juste le but, c'est pas de retirer qu'il y a des catégories, c'est pas ça. C'est que, en plus, c'est une toute petite partie des œuvres qui ont été faites, et c'est la magie de l'intervention de l'artiste. Là, on va voir des gens dont c'est le métier de mettre en forme, de dire, moi, je suis créateur. Alors, c'est toujours un risque de dire, je suis créateur, c'est penser à Dieu. Dieu a fait l'homme à son image, donc il crée. Un côté prétentieux. Enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse, si vous voulez. Créateur, artiste, designer, concepteur, celui qui va décider que c'est comme ça plutôt qu'autrement.
et qu'il décide avec son histoire, sa sentier, tout ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est un hommage aux gens qui créent et oublier l'illusion qu'il y aurait une création CQFD. Vous m'avez posé les questions, donc il y a une solution. Elle va découler tout simplement des éléments que vous m'avez donnés. Ben non, il n'y a rien qui sera pareil. Voilà, c'était juste pour ouvrir le débat et place aux artistes maintenant.